Bienvenue sur Sage-Femme Authentique. Tout au long de ce mois de janvier, je vous propose de vivre pour la deuxième fois le défi J'envoie. Un épisode de podcast par jour avec une thématique ou une contrainte technique qui me sera imposée, toujours au plus proche de vos questionnements sur la grossesse, la parentalité, les naissances respectées. Bonjour, bienvenue dans ce 9e épisode du défi J'envoie. Déjà 9 jours, franchement je suis contente parce que c'est quand même assez fluide. Même si je me retrouve à enregistrer au jour le jour pour l'instant, j'espère justement prendre un peu d'avance aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui on est le 9 janvier et j'enregistre pour le 9 janvier. Un sujet qui m'a vraiment... En tout cas, qui m'a bien animée. J'ai cherché en fait comment répondre aux critères du jour, que je vous mets en lien dans la description. Mais aujourd'hui, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait si on était dans une société matriarcale et non patriarcale. Et pourquoi est-ce que je me pose cette question ? Eh bien, en toute honnêteté, parce que je me suis à nouveau confrontée à un système très patriarcal lorsque j'ai fait un transfert tout début de semaine. Un transfert en fait où finalement je me suis sentie... tellement petite, tellement insignifiante, tellement remise en question par le système lui-même. Alors même si c'était des femmes, puisque c'était des sages-femmes qui étaient là, j'ai ressenti vraiment à quel point ce système était au-dessus de tout le monde, au-dessus de moi, au-dessus du couple, au-dessus de ce bébé, etc. Et c'est à la fois tellement... je l'attendais, je m'y attendais, même si à chaque fois j'ai envie de me sentir surprise en fait par le système de soins, dans la manière dont on est accueilli. Et à la fois, c'est tellement violent pour eux, pour nous. Et si ça s'était limité en fait à notre accueil, en fait c'est pas vraiment le cas, puisque après ça il y a eu à nouveau tout un système qui s'est mis autour d'eux et qui n'a pas été du tout bienveillant. Qui est venu heurter beaucoup le papa bizarrement, parce que je pense que le papa il est très éclairé et que pour lui c'était vraiment difficile en fait de se heurter à ces systèmes-là. Mais je trouve ça très intéressant et du coup je me suis vraiment dit, et si on développait ça, si notre société était matriarcale. Mais en fait j'ai pas envie de juste imaginer, parce qu'on pourrait faire ça, on pourrait juste créer une histoire et s'amuser à ça, mais en fait j'ai aussi envie de parler de la réalité, parce que dans notre monde actuel, il y a certaines sociétés qui fonctionnent quand même plus sur un modèle matriarcal. Et on pourrait se demander, tiens, si le monde entier avait toujours été matriarcal, ou si on décidait d'opérer un virage radical maintenant. Parce qu'on pourrait vraiment parler des impacts sur nos vies, évidemment sur la société, les relations humaines. Je pense notamment à ces guerres qui ravagent une partie de notre planète. Évidemment, je me pose la question vis-à-vis de la maternité, de la grossesse, de la parentalité, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'on parle des avantages, puis des inconvénients, et puis de 3 perspectives. Les sociétés matriarcales existantes, un monde historiquement matriarcal, et puis un éventuel revirement, parce que ça c'est intéressant. Donc actuellement, j'ai fait mes recherches, et il y a quand même plusieurs sociétés matriarcales, et à mon avis j'ai pas tout. Mais donc en Chine, il y a les Mosuo, qui sont vraiment près du lac Lugu, dans la province du Yunnan et du Sichuan. Alors chez eux, ils suivent une structure matrilinéaire où les biens et le nom de famille sont transmis par les femmes. Donc les enfants, eux, ils restent dans la maison maternelle et ils sont élevés par la mère, mais aussi par les oncles maternels. Donc il y a une implication de la famille maternelle dans l'éducation, etc. des enfants. Les Mosuo, ils pratiquent une forme de relation qui est appelée le mariage ambulant, parce que les couples ne vivent pas ensemble. Les hommes y visitent les femmes, mais la responsabilité des enfants incombe à la famille maternelle. Les femmes dirigent les foyers et prennent les principales décisions économiques et sociales. Alors ensuite, il y a les Minangkabau en Indonésie. C'est une communauté qui se trouve dans l'ouest de Sumatra. Alors chez eux, les terres et les biens sont transmis aux femmes. Les hommes, eux, ils se déplacent souvent pour travailler ou rejoindre d'autres familles, mais ils reviennent pour remplir leurs obligations, surtout rituelles. Donc eux, ils ont un rôle vraiment au niveau des croyances et au niveau spirituel. Les femmes possèdent les terres, les hommes jouent souvent un rôle dans la gestion politique, et les décisions quand même majeures, elles sont prises en consultation avec les matriarches, donc c'est pas uniquement les hommes. La société Minangkabau, elle combine tradition matrilinéaire mais aussi des croyances islamiques.
Alors ensuite, il y a les Kashis en Inde, qui vivent dans l'état de Meghalaya, dans le nord-est de l'Inde. Les propriétés et le nom de famille sont toujours transmises à la fille cadette. Les enfants, ils restent dans la maison maternelle et les hommes rejoignent la famille de leur épouse. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Il y a deux sociétés un peu comme ça en Inde, je vais vous en parler juste après de la deuxième. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans ces deux sociétés, qui sont basées en Inde, où il y a quand même quelque chose de très très fort sur le fait d'avoir des filles, au point que pendant des décennies, voire plus, j'imagine, on a étoffé des bébés filles parce que c'était pas bon d'avoir une fille, ça coûtait trop cher, notamment pour cette histoire de dot. La fille, une fois qu'elle est mariée, elle n'appartient plus du tout à sa famille, elle va rejoindre la famille de son époux. Eh bien ici, c'est l'inverse, les hommes rejoignent la famille de leur épouse. J'ai pas trouvé s'il y avait une dot en question, mais je trouve ça très intéressant. Les femmes, elles ont vraiment une place centrale dans la gestion familiale et la transmission du patrimoine, mais la gouvernance politique est souvent quand même dominée par les hommes. Donc il y a certains hommes, quasi, qui remettent en question ce système et qui affirment que ça leur limite leurs droits et leurs opportunités. Donc ça montre que peut-être que ça va dans l'autre sens aussi. Mais je trouve ça intéressant de se dire que dans ces minorités-là, les hommes remettent en question le système, mais que dans l'Inde tout entière, la place de la femme, elle est clairement mal reconnue, elle est vraiment sous la gouverne de son mari, et clairement avec le système de dot, etc., et le fait qu'on ne veut pas de filles. Je trouve ça assez fou, cette si grosse différence, en fait. Alors, les Garos, qui sont en Inde et au Bangladesh, justement, donc eux, ils vivent dans la région frontalière entre l'Inde et le Bangladesh. Ce sont les plus jeunes membres féminins qui héritent des biens et deviennent responsables de la gestion familiale. Donc, de la même chose... C'est exactement la même chose que chez les Kashis, où on disait que la propriété et le nom de famille sont transmis à la fille cadette. Chez les Garos, les hommes rejoignent aussi donc la famille de leur épouse après le mariage. Et là, on sait que les femmes jouent un rôle important dans les décisions économiques et sociales, et que les hommes participent aussi à la vie politique. Donc ils ont un rôle qui est aussi là. Alors chez les Bribri, au Costa Rica, c'est une communauté indigène qui vit dans le sud du Costa Rica, les terres sont héritées par les femmes et les rôles spirituels les plus élevés, comme celui de chaman, sont réservés aux femmes. Donc elles jouent un rôle clé vraiment dans la préservation aussi des traditions culturelles et dans l'organisation de la communauté. Au Ghana, les Akan, c'est Ghana et Côte d'Ivoire, les biens et les terres et la succession politique se transmettent par les femmes. Donc les hommes occupent souvent aussi, par contre, des postes de pouvoir. Les enfants appartiennent au clan de la mère et les oncles maternels jouent un rôle paternel important, tout comme les Mosbo en Chine. Les sociétés matriarcales de ce type-là, elles ont des caractéristiques assez communes. La matrilinéarité, donc les biens et la lignée passent par les femmes. La matrilocalité, parce qu'après le mariage, les hommes vivent dans les maisons ou les villages de leur épouse. L'importance des femmes dans la décision économique, parce que les femmes gèrent les terres, les finances, les ressources, et les hommes ont parfois des rôles politiques complémentaires. Et puis, ce sont des sociétés qui mettent vraiment l'accent sur les liens familiaux élargis et la collaboration plutôt que l'individualisme. Donc c'est quand même important de se rendre compte que ces sociétés, c'est pas des matriarques au sens d'un renversement des rôles patriarcaux, mais c'est plutôt des modèles où l'égalité ou la complémentarité des genres est plus valorisée. Mais elles ne mettent pas systématiquement les femmes en position de domination, puisqu'il y en a plusieurs où elles n'ont pas du tout de rôle politique, par exemple, ou que les plus gros rôles, comme les rôles spirituels pour certains endroits, les femmes n'y sont pas. Donc, si on imagine un monde matriarcal global, je pense que ces exemples-là, ça pourrait fournir quand même des modèles pour des relations plus équitables. Mais après, rien n'est tout à fait sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça remet en question nos certitudes sur les rôles genrés. C'est intéressant aussi pour imaginer des sociétés où la maternité est plus valorisée, où les décisions familiales reposent plus sur un équilibre. Mais bon, évidemment, rien n'est parfait puisque certains hommes dans ces systèmes se sentent exclus ou marginalisés. Donc c'est pour ça que ça montre en fait qu'il y aurait un autre déséquilibre dans l'autre sens. Le matriarcat, ça serait pas une inversion magique du coup du patriarcat parce que
Est-ce qu'on peut vraiment parler d'équilibre dans un genre quand il y a un genre qui est davantage mis en avant? Je ne suis pas sûre. Alors ensuite, j'ai envie de revenir en arrière et d'aller plus vers la préhistoire. Parce que dans l'imaginaire collectif, les sociétés préhistoriques, elles sont plus souvent perçues comme dominées par les hommes, avec les hommes qui chassaient, et les femmes qui étaient juste des cueilleuses, qui restaient à s'occuper des enfants, etc. On a vraiment une image vraiment de la femme dominée. Et pourtant, ces dernières années, il y a vraiment des recherches qui ont été vraiment très intéressantes, qui ont vraiment bouleversé ces visions stéréotypées. Des découvertes archéologiques notamment qui montraient que les femmes participaient activement à la chasse. On a retrouvé des sépultures en fait avec des corps qu'on a d'abord identifiés comme étant ceux d'hommes, parce que c'était tellement clair que c'était un chasseur, qu'on n'a pas du tout cherché à savoir si c'était un homme ou une femme. On a découvert en fait que il y a très peu de temps finalement que c'était des femmes, mais qui étaient tellement valorisées puisqu'on a trouvé beaucoup d'offrandes, beaucoup de choses, de matériel, des arcs, enfin pas des arcs mais des saguets, etc. à côté de ces corps, qu'on était persuadé que c'était des hommes. Alors qu'elles étaient tellement bien reconnues qu'en fait elles étaient visiblement enterrées avec tous les honneurs de leur place de chasseuses. Les femmes, elles contribuaient donc à la survie du groupe et elles avaient une importance égale dans les décisions collectives. Et une des preuves fascinantes dans la place de la femme dans ces sociétés préhistoriques, c'est quand même ces fameuses représentations de la Terre-Mère, la Vénus préhistorique, là, ces statuettes qui représentent des figures féminines avec des formes accentuées pour parler vraiment de la fécondité, de la maternité. On les a longtemps interprétées comme des symboles de fertilité, mais elles pouvaient aussi incarner un culte autour de la maternité, une reconnaissance sacrée du rôle des femmes dans la perpétuation de la vie. Et je pense qu'on soutenait énormément les femmes parce que c'est elles qui mettaient au monde les bébés et qui faisaient grandir les clans, puis qui faisaient que le clan pouvait perdurer. Je pense que ces figures, elles révèlent peut-être des sociétés où la maternité et la féminité, elles étaient perçues comme quelque chose de puissant et de fort, parce que justement on vénérait le pouvoir des femmes de mettre au monde les bébés. On sait aussi que dans les représentations et puis dans les lieux où ont été peints des peintures rupestres, il y a aussi des représentations de vulves, des représentations de vraiment on rentre dans les entrailles de la terre, comme les femmes font grandir des bébés dans leurs entrailles, quoi. Donc ça, c'était aussi une vision sacrée, finalement, de la place des femmes dans leur capacité à enfanter l'humanité. Mais maintenant, si on imagine un monde où les qualités perçues comme féminines, le soin, la protection, la coopération, avaient continué à structurer les sociétés après la préhistoire. Ces sociétés, elles auraient peut-être évolué avec plus de respect profond pour les femmes, la maternité, pour aussi la transmission des savoirs entre les femmes et pour l'équilibre entre les sexes. Parce que les femmes ont des capacités, pas seulement pour enfanter et faire des bébés, mais là, par exemple, elles étaient reconnues pour leur capacité à chasser, certaines qui étaient des grandes guérisseuses. Ça, c'était une place tellement importante dans des clans qui étaient finalement pas si grands, et où, justement, les valeurs de protection, de valorisation, de l'entraide entre les personnes, aider à maintenir ce système et à faire perdurer leur clan. Parce que dans ce monde-là, clairement, la naissance, le soin aux enfants aurait pu être vraiment au cœur de la structure sociétale et économique, parce que ces pratiques, elles auraient permis au collectif d'avoir quelque chose de plus fort, et plutôt que d'être sur la compétition individuelle, en fait, les femmes, elles auraient été garantes de la vie, mais elles auraient pu aussi naturellement jouer un rôle de leadership, et non pas que dans la logique de domination, où on imagine que c'était uniquement les hommes qui avaient ce pouvoir, et puis qui pouvaient aller chasser, etc. Mais au contraire, qu'on valorise les capacités de chacun. C'est même pas leur capacité, c'est limite leur don, en fait, de chacun, dont le don des femmes de mettre au monde les bébés. En avançant dans l'histoire, les structures, elles ont changé. L'agriculture, la sédentarisation, elles ont introduit une notion de propriété privée. Et là, je pense que ça a bouleversé les dynamiques égalitaires. Parce que y a eu le contrôle des ressources qui est devenu central, et les hommes
souvent physiquement plus robustes, ils ont commencé à monopoliser les fonctions liées à la défense et à l'expansion du territoire. Et à partir de là, je pense que ça a pu marquer le début d'un monde beaucoup plus patriarcal, où justement la coopération a laissé la place à la domination et où la contribution des femmes a été reléguée vraiment à la sphère privée. Si on était resté dans un modèle plus égalitaire ou matriarcal, en tout cas inspiré de la préhistoire et de ce qu'on en sait maintenant, je pense que les choses auraient pu être très différentes. Parce que la société, elle aurait peut-être été moins tournée vers la conquête et plus centrée sur la préservation et la transmission. Donc il y aurait peut-être eu moins de guerres. Et puis le rôle des femmes en tant que pilier de la communauté, ça aurait certainement pu garantir un équilibre plus durable. Voilà, mais aujourd'hui, on observe un mouvement vers une meilleure reconnaissance des besoins des femmes, surtout autour de la maternité, mais si on allait encore plus loin, avec des décisions d'un basculement total vers un système plus matriarcal. Dans ce nouveau système, on imaginerait des congés parentaux longs et partagés. Pourquoi ? Parce que actuellement, dans notre société patriarcale, oui, on donne l'impression qu'en fait, on donne plus de place aux femmes avec un congé maternité plus grand. Et encore, honnêtement, 15 semaines, qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment des miettes. Mais en plus de ça, comme on valorise finalement le retour au travail du papa, eh bien, on marginalise encore plus et on isole encore plus les mères dans leur congé, c'est un très mauvais mot, mais dans leur congé de maternité. Alors j'imagine aussi qu'on aurait des communautés qui soutiendraient activement les familles, avec des sages-femmes, des doulas au centre. Là, on ne serait plus les sous-petits représentants de la classe des soignants, mais au contraire, on serait valorisé, parce que là, ça prendrait tout son sens et on reconnaîtrait en fait l'importance du soutien actif aux familles. Et j'imagine qu'on aurait une économie qui prioriserait le lien humain au lieu de la productivité. En tout cas, j'ose l'espérer. Mais après, soyons honnêtes, je pense qu'une transition, ça serait jamais facile. Bon, clairement, c'est utopique. Mais les structures actuelles, elles sont beaucoup trop ancrées dans une logique patriarcale. Si on devait faire un changement maintenant, clairement, si on passait de patriarcat à matriarcat, ça serait pas mieux, et il y aurait une telle grosse forme d'injustice que ça serait vraiment trop... on rentrerait dans des débats dans l'autre sens. Ça n'a aucun avantage. Je pense sincèrement qu'il y aurait une marginalisation inversée et que ça n'aidera pas du tout notre société. Un modèle purement matriarcal, ça pourrait aussi développer des biais et des déséquilibres de la même manière que le système patriarcal. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Les sociétés matriarcales, elles existantes, elles montrent des alternatives inspirantes, mais totalement imparfaites. Le monde historiquement matriarcal, pendant la préhistoire notamment, ça aurait été fascinant que ça continue comme ça, mais évidemment, avec les défis qu'on a pu rencontrer depuis tous ces millénaires d'après, ça serait intéressant de savoir pourquoi est-ce que finalement ça n'a pas repris, ça n'a pas perduré, ça n'est pas resté plus que dans quelques lieux bien précis où les femmes ont une place un petit peu plus importante. Et puis, s'il y avait un revirement maintenant, je me demande vraiment ce que ça aurait pu apporter et je pense que c'est une transformation qui aurait vraiment ses limites. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un rééquilibrage et au lieu d'être simplement dans un système soit matriarcal, soit patriarcal, qu'il y ait une équité et quelque chose qui fasse qu'on puisse grandir ensemble tout en reconnaissant les forces et les faiblesses de chacun. Parce que quand on nous traite de sexe faible, je pense qu'on parle de physiquement. Mais si on reconnaissait la force et la puissance des femmes, parce que les femmes sont capables de faire tellement de choses, et notamment au moment des naissances, si on redonnait le pouvoir aux femmes au moment des naissances et qu'on arrêtait de leur voler ce moment de leur vie, et où elles pouvaient se rendre compte de toute la force qu'elles peuvent développer, de tout ce qu'elles ont en elles, en fait, je pense que si on intervient autant dans les naissances, c'est parce que justement on voudrait pas qu'elles prennent autant conscience de leur capacité, de leur pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces scénarios entre ce qui existe, entre ce qui existait et entre ce qui pourrait exister ? Moi, j'ai envie en tout cas qu'on mette plus d'empathie, plus de bienveillance. Je me dis que si on était dans une société matriarcale, peut-être que les femmes seraient plus en sécurité. Il y aurait peut-être plus de prise en charge. Moi, je me dis que si on avait toujours vécu dans une société matriarcale, peut-être qu'on se sentirait moins en danger quand on est dans la rue toute seule, par exemple, qu'on reconnaîtrait beaucoup plus
le droit de chacun à disposer de son corps et qu'on aurait beaucoup moins de débats sur le corps des femmes qui cristallise beaucoup d'histoires, beaucoup de guerres, beaucoup de craintes, des endroits où le corps des femmes est caché, au point que maintenant on parle d'interdire les fenêtres dans les cuisines dans certaines parties du monde pour pas que le voisin puisse voir une femme dans sa cuisine, ou même dans des sociétés plus occidentalisées, ou même aux États-Unis, certains États reviennent en arrière sur le droit d'avortement. Ça veut dire qu'on reprend à nouveau le contrôle sur le corps des femmes. C'est ça qui pose question. C'est que dans notre société, les premières qui souffrent finalement des bouleversements politiques, économiques, etc., sont souvent les femmes. On voit dans certains systèmes totalitaires à quel point le revirement est sur les femmes qui sont cachées, qui n'ont plus le droit à l'éducation, qui n'ont plus le droit de travailler, qui n'ont plus le droit de conduire, etc. Et on voit que même dans les sociétés occidentalisées, en fait, c'est pas que le débat sur la reconnaissance, au niveau économique, etc., mais que ça va jusqu'à interdire le droit d'avorter si jamais c'est nécessaire. Et même en cas de viol ou d'inceste, ça pose tellement question, même si on n'a pas besoin d'aller jusqu'au viol et jusqu'à l'inceste pour avoir le droit de décider pour son propre corps. Voilà, c'était un épisode un peu dans la rêverie, un peu dans l'analyse sociétale, et puis dans le fait de se rendre compte de l'implication qu'a notre système patriarcal actuel sur justement le fait de bafouer les droits des femmes. À quel point j'imagine que notre condition de sage-femme, les conditions des femmes, les conditions de tous les accompagnements autour des femmes est si peu reconnu, c'est justement parce que ce n'est pas du tout valorisé. Alors que si on reconnaissait que sans les femmes, il n'y a pas d'humanité. Sans les femmes, les enfants ne viennent pas au monde. Et que on serait bien triste pour ça. Il y a des parties du monde où on a tellement tué les petits bébés filles parce que c'était beaucoup plus valorisant d'avoir un garçon plutôt qu'une fille, et notamment en Inde, où avec les histoires de dot, on a éradiqué une grosse partie des petites filles. Maintenant, ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas assez de filles, il n'y a pas assez de femmes pour les hommes. Donc ça pose aussi question. On a la même chose en Chine, où avec la politique de l'enfant unique, on a aussi valorisé beaucoup plus d'avoir des garçons, et où ils avaient aussi un total déséquilibre au niveau démographique entre les hommes et les femmes. Et pourquoi est-ce que c'était aussi valorisant d'avoir un garçon plutôt qu'une fille? Parce qu'à nouveau, une fille, c'était en dessous, puis ça pouvait représenter une implication économique, comme on parle des dots, etc. Mais aussi la non-transmission du nom. Donc c'est aussi une question très, très intéressante de se dire que c'était pas intéressant parce que les filles, ça ne permet pas de perpétuer le nom. Et puis ça me ramène à cette phrase que disent souvent les gens quand on a un garçon puis une fille. J'ai eu ça quand j'ai eu ma fille Joséphine. On me disait, ça c'est magnifique, c'est le choix du roi. Le choix du roi, c'est d'avoir un garçon puis une fille. Pourquoi ? Parce que le garçon va hériter de la couronne et qu'on aura une fille pour la marier, pour pouvoir avoir des alliances et pour pouvoir justement améliorer les choses au niveau politique autour de son royaume. Voilà, les filles sont bonnes à marier et les hommes pour récupérer la couronne. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain et d'ici là, portez-vous bien.